Chers amis, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, bienvenue sur les ondes du Terre-Terre Lorrain, ravi de vous retrouver comme d'habitude. Je suis en compagnie aujourd'hui d'un auteur, un jeune talent, et en plus un jeune talent lorrain, donc tant qu'à faire, faisons d'une pierre deux coups. Je reçois à nos micros monsieur Vivien Destro. Monsieur Destro, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, monsieur Destro, je vous en prie, je vous reçois parce que vous êtes venu à nous, hein, il faut le dire, il y a un petit moment, il y a quelques temps, vous êtes venu à nous, parce que, comme je l'ai dit, vous êtes lorrain, donc tant mieux, il y a des bons en Lorraine, donc nous mettons en avant les bons, nous mettons en avant les jeunes talents lorrains, et vous êtes venu à nous avec deux ouvrages, en l'occurrence, que vous avez sortis là, coup sur coup, vous me corrigerez si je me trompe au niveau des dates. Avant d'en parler, je vais vous présenter vite fait. Vous êtes diplômé en sciences politiques, en relations internationales. Vous avez intégré le ministère des Armées en tant que personnel civil, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Et donc vous avez une passion, on va dire, pour deux choses. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu en étudiant un petit peu votre cas. Une passion pour l'armée et une passion pour le vin. Comme quoi, connaissant certains militaires, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez sorti, donc, comme j'ai dit, coup sur coup, deux livres. L'invitation de Bacchus, donc un livre, un roman, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, effectivement. Donc un roman marqué par l'alcool, si je puis dire. Et et c'est surtout celui-là dont on va parler aujourd'hui, c'est Vers le service national qui a été édité aux éditions Perspectives Libres pardon, du Cercle Aristote. On va surtout parler, donc, comme je l'ai dit, de Vers le service national, un ouvrage qui revient sur la fin du service national, qui a pris fin en 96, hein, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça, oui, l'annonce du président Chirac 96. Voilà, donc fin du service national, donc terminé, on ne va plus sous les drapeaux. Depuis, on fait sa JAPD, hein, c'est 3 jours. Moi, à l'époque, c'était 3 jours, j'avais fait 3 jours, mais je crois que c'est un jour maintenant. Voilà. Exact. C'est un jour, voilà, il faut passer sa petite journée pour avoir son bac et son permis. Bon, on y apprend pas grand-chose, mais voilà, donc c'est un. Vous militez, si je puis dire, donc dans cet ouvrage pour un retour au service national. Alors, on est en 2023, je vais prendre l'argument typique de la modernité. Nous sommes en 2023, donc c'est l'ère du progrès. On n'a plus besoin de se battre aujourd'hui. Alors, bon, déjà, on va dire que l'actualité ne montre pas forcément, nous montre que c'est pas forcément le cas, hein. Il y a toujours des gens qui meurent pour certains intérêts, y compris et peut-être plus que par le passé des intérêts nationaux. C'est le cas des Ukrainiens, par exemple, ou des Russes d'ailleurs dans l'autre sens. Mais bon, il faut comment dire, tout de suite préciser que effectivement le service national, tel que je le conçois dans l'ouvrage, n'est pas un service purement militaire. Bien au contraire, je pense que si on veut rendre un service justement à l'État, si on veut rendre un service à son pays, on ne peut pas se contenter de prendre des jeunes parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est dans une ère de progrès, de modernité. Donc ça voudrait dire que si on prend des jeunes, ben, on prend des hommes et des femmes. Ça veut dire 750 000 personnes, hein, pour une classe d'âge. Et on ne peut pas se contenter de prendre ces 750 000 personnes, de leur donner un fusil et puis de faire quelque chose. Ça ne marche pas. Donc, euh, en fait, quand j'ai réfléchi à la mise en place d'un service national, ça nécessitait évidemment déjà de définir les termes du sujet, hein, comme on fait dans tous les travaux universitaires, on va dire, et de se poser la question déjà de service national. Donc, qu'est-ce qu'un service? Qu'est-ce que la nation? Et comment ce service peut aider la nation? Donc, déjà, revenons sur les différents termes. Donc, moi, effectivement, j'ai une formation en sciences politiques, mais après, je suis pas un intellectuel. Voilà, je suis pas dans la théorie pure. Donc, ça m'a permis ce travail de justement de revenir sur certains concepts, essayer de poser un peu les termes de tout ça. Et bon, sur le terme de nation, moi, je pense que celle de la définition d'Ernest Renan est intéressante. Voilà, une nation, c'est un héritage que l'on reçoit à titre individuel, que l'on développe et qu'ensuite on transmet. Et c'est aussi une volonté de partager une communauté politique, de partager un destin commun. Donc à partir de là,
je me dis que si on veut rendre service à la nation, qui est un concept qui me semble intéressant, euh, eh bien, il faut revenir sur cette définition-là. Et donc, il faut que l'on ait un service qui permette justement de développer cette conscience, cette volonté de vivre ensemble et de partager ce destin politique commun. Donc là, il y a tout de suite un écueil qui arrive, c'est le fameux mythe du creuset national. Ça, Ah, c'est c'est quelque chose que vous exactement la entendez question que souvent. j'allais vous poser. C'est ah oui, parce que évidemment c'était une boutade hein, quand je démarre mes petites questions en disant à quoi ça sert de se battre aujourd'hui. J'aurais même pu dire à quoi ça sert d'apprendre à se battre, étant donné que nous ne sommes plus que des consommateurs devant Netflix. Mais aujourd'hui, oui, creuset national, nous sommes tous français. Pour avoir pratiqué des gens, on va dire, et de tous âges, hein, pas forcément des jeunes, hein, mais vraiment de tous âges, je suis pas bien sûr qu'on arrive à mobiliser les Français pour défendre, on va dire, les intérêts nationaux aujourd'hui. Hein. En fait, tout est une question de volonté. Mhm. Euh, la guerre, c'est une question de volonté. Celui qui tient 15 minutes de plus que l'adversaire a gagné la guerre. La politique, c'est une question de volonté. Si un gouvernement veut mettre en place quelque chose qui a une légitimité, on va dire, on peut le faire. D'ailleurs, on arrive aussi à le faire quand il y a moins de légitimité. Tout est une question de volonté. Et si on revient sur le concept même de nation, euh, la nation n'existe que parce qu'il y a une volonté qu'elle existe. Si demain tous les Français s'arrêtent de dire ou de même de penser nous sommes Français, nous sommes une communauté politique, c'est terminé. La France n'existe plus. C'est des monuments, des musées, des routes, des infrastructures qui resteront, mais la communauté politique sera dissoute dans l'instant. Moi, je pense que cette communauté politique-là, elle a toute sa place. Euh, Contrairement à ce qu'on nous dit, hein, c'est l'organisation politique, y compris du passé, mais du futur. Pour le moment, on n'a rien trouvé de mieux. C'est-à-dire que les pays qui mènent le jeu mondial actuellement, ce sont les nations. Il y a la nation chinoise, euh, la nation américaine, par exemple, les Russes qui ont un PIB 2 fois moins important que le nôtre, bon, bah, ils arrivent à faire des choses et à peser sur la géopolitique mondiale, quoi qu'on en pense d'ailleurs, par ailleurs. Donc la nation, ça reste un modèle d'organisation qui reste pertinent. Voilà. Ça permet de fixer des frontières, donc de se protéger de l'extérieur, et en même temps, c'est un concept intégrateur, parce que à partir du moment où vous acceptez l'héritage dont parlait Ernest Renan, bah, vous faites partie de la nation, et vous pouvez vous projeter dans cette nation, surtout en France d'ailleurs, hein, contrairement à ce qu'on dit, voilà, la France n'est pas un État structurellement raciste. Il y a évidemment des racistes en France, mais la France n'est pas raciste. Les gens qui viennent de l'extérieur peuvent tout à fait s'approprier cet héritage-là, y mettre aussi ben, un peu de leur culture, un peu de ce qu'ils sont, et puis transmettre cet héritage. C'est comme ça que ça se construit. Mhm. Si on revient sur le fameux creuset national, et c'est là où je pense il y a une erreur de la part des politiques, c'est que et d'ailleurs de beaucoup de gens qui souhaitent le retour au service national. Selon les sondages, il y a entre 60 et 80% de la population qui souhaite un retour à une forme de service, soit civil ou militaire. Bon. Et le problème de tous ces gens, c'est que euh, ils se disent, alors je vous fais les remarques on va dire dans les grandes lignes, mais vous avez la fameuse phrase du genre ah c'est bien, on va mélanger tout le monde et puis comme ça, vu qu'ils sont mélangés pendant un an, bah ils vont apprendre à vivre ensemble, ils vont pouvoir former à nouveau une nation. C'est le fameux creuset, c'est parce que ce que j'appelle dans le bouquin le grand cocktail national, c'est-à-dire on met plein d'ingrédients, on remue très fort et ça vous fait une nation. Bon, Ouais, bien évidemment, souvent, c'est ça fait aussi un simple que ça. cocktail qui peut être très vite écœurant, hein, puisque à mélanger des choses qui fondamentalement n'ont pas grand-chose à voir entre elles, pas sûr que ça marche. Alors déjà, effectivement, on peut se demander est-ce que ça marche ou pas. Moi, je pars du principe que voilà, on est tous sur un même territoire. C'est quand même intéressant de faire en sorte que on puisse à minima communiquer ensemble, avoir des référentiels communs et avoir un objectif commun. Le problème, c'est que la cohésion nationale aujourd'hui ne se joue pas, par exemple, entre un
un Dunkerquois et une Marseillaise, ou entre un Strasbourgeois de telle origine et puis un Breton de souche. C'est pas comme ça que ça se passe. L'enjeu de la cohésion nationale aujourd'hui, c'est entre un jeune qui est dans tel quartier, avec un ancien qui est dans tel quartier, avec un salarié, avec une personne sans emploi, qui sont tous dans le même quartier, mais qui ne se parlent pas. Ils se croisent, ils sont au même endroit, et il n'y a pas en fait de lien entre eux. Donc c'est au niveau territorial qu'il faut penser le service. C'est pas au niveau national en fait. La nation étant l'agrégation des familles, des communes. C'est comme ça qu'on crée une communauté politique qui peut avoir un sens et avoir du poids. En fait. Donc si je suis votre raisonnement, il faudrait faire une sorte de service, non pas national, mais local, on pourrait dire local, qui permettrait aux gens qui vivent, c'est le principe du kilomètre zéro, hein, qui vivent les uns à côté des autres, de commencer un début d'un semblant de communauté. Donc ça voudrait dire, si je suis, hein, c'est-à-dire que déjà nationalement, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, hein, ce qu'on appelle les Français n'arrivent même pas entre eux à faire pays, faire communauté, à vivre ensemble finalement, comme on dit, même si cette expression est assez horrible, mais n'arrivent pas à vivre ensemble au point que il faille faire un service local. C'est bien ça. Alors, je ne serais pas aussi catastrophiste. C'est mon Mais, côté, c'est vrai, j'avoue, je suis assez pessimiste de nature, mais bon. non, mais en fait, c'est comment dire. Je suis d'accord avec vous sur le constat. Aujourd'hui, donc je répète encore une fois, la nation, c'est une volonté de partager une communauté politique commune. Euh, Aujourd'hui, il y a des forces qui ont tendance à faire en sorte que justement cette volonté se distende. Il y a l'individualisme, il y a la recherche d'une prospérité économique à son propre niveau, il y a l'incapacité à se projeter dans le long terme, il y a la dissolution de la famille, il y a les attaques directes contre certaines institutions qui justement permettent à cette volonté de perdurer, etc., etc. Moi, je pense que j'en discutais il y a peu avec quelqu'un qui se reconnaîtra. En fait, il y a différentes. Vous savez, le système militaire a évolué en fonction des menaces. Vous avez je sais pas, des tanks qui arrivent, vous mettez des bazookas, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, la menace qui arrive contre la nation en tant qu'entité politique sont pas en fait, des moyens techniques ou même des hommes. C'est l'incapacité qu'on a à rester, à avoir cette cohésion et cette volonté de vivre ensemble et d'avoir une communauté, de partager une communauté politique. Donc c'est de ce point de vue-là qu'il faut renforcer la nation. Pour moi, comment dire, le fait que la nation perdure, ça ne passera pas nécessairement par le fait d'aligner X divisions, d'avoir X têtes nucléaires. Évidemment, ça en fait partie, hein, parce qu'il faut toujours se protéger, mais là où il y a vraiment un véritable enjeu, c'est de dire, OK, voilà, reconnaissons-nous déjà en interne comme une politique commune. Après, évidemment, on peut avoir nos désaccords, on peut estimer qu'il faut être pour ou contre les retraites, pour ou contre ceci, pour ou contre cela, très bien. Mais déjà, si à la base, on estime ne plus faire partie de la même communauté politique, ça pose un problème. Et donc là, ça nous amène à une autre question, c'est comment créons-nous cette volonté et comment créons-nous cette cohésion, même si c'est au niveau national, au niveau local, pardon. Et pour moi, là, c'est mon expérience peut-être un peu plus ministère des Armées qui parle, mais la cohésion, elle se crée, on le voit bien au niveau des systèmes militaires, dans une action commune, en vue de produire un résultat. C'est-à-dire en faisant en sorte que les gens travaillent ensemble pour aller vers un objectif commun, c'est là où ils créent des liens. Parce qu'en fait, s'ils veulent accomplir cet objectif, ils sont obligés de développer entre eux déjà un langage commun qui leur permet d'échanger et de se comprendre. Ça leur permet aussi tout simplement de créer des affinités, que ce soit culturelles, mais aussi personnelles, hein, amicales, etc., voire plus d'ailleurs, si affinité, comme on dit. Et tout ça, ça compte en fait. C'est comme ça que c'est en étant au même endroit et en travaillant ensemble à un projet commun que l'on crée une communauté politique. Sinon, à quoi bon? À quoi bon sinon chacun reste dans son coin? Alors, et justement, bon, pour réinstaurer, pour
insuffler un petit peu de vie donc, à ce cadre politique un peu moribond, hein. Voilà, je suis à nouveau pessimiste, mais tant pis. Donc vous avez, c'est ce que vous développez dans votre livre, vous avez lancé cette idée donc de le relancer, voilà, finalement, le service national. Alors, bon, le service national, pour ceux qui ont connu, d'ailleurs, ça s'est filoché progressivement, hein. C'est-à-dire on est passé des 1 an aux 6 mois, etc. Vraiment, ça allait de mal en pis, hein. Mais comment faire maintenant? Là, on réinstaure demain, voilà, mettons, vous êtes ministre des Armées. Et vous posez la question aux Français, bah voilà, nous allons réinstaurer le service national. D'après vous, quelle tournure ça prendrait? Bah, alors, effectivement, maintenant qu'on a posé, on va dire, les bases, on peut rentrer un peu plus au détail. Mais en même temps, ces bases conditionnent la suite. Évidemment. Je vous disais que pour moi, la cohésion doit se développer déjà au niveau local, faire en sorte que les gens vivent au niveau local. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va dans le même sens qu'il y a une problématique qu'on rencontre systématiquement quand on veut mettre en place un nouveau service national. Et ça, je l'ai analysé dans le bouquin. En fait, il faut savoir que depuis 1996, depuis la suspension du service national, en moyenne, tous les ans, vous avez eu un projet sérieux, c'est-à-dire déposé devant les chambres, ou proposé par le gouvernement, de remise en place d'un service national. Et en fait, quand vous analysez concrètement comment ça marche et ce qu'ils voulaient faire, vous vous rendez compte à chaque fois c'est de la com. Pourquoi? Parce que il y a deux écueils, on va dire, principaux à la remise en place d'un service national. Premièrement, vous avez l'encadrement. C'est-à-dire que, imaginons demain, et encore une fois, hein, moi, dans l'exercice intellectuel que je me suis astreint par rapport à la rédaction du livre, je pars sur 750 000 jeunes. Parce que, comme vous disiez, voilà, on est dans une société de progrès, on est dans une société moderne et on est dans une société égalitaire. Donc, on prend tous les jeunes, 750 000. Bon, très bien. Ces jeunes-là, si on veut les encadrer, si on veut avoir un taux d'encadrement convenable, hein, 1 pour 30, 1 pour 40, comme dans une salle de classe, par exemple, ça veut dire qu'il faut 35 à 40 000 personnes. L'armée de terre, actuellement, c'est 95 000 personnes, je crois. Donc ça veut dire qu'il faudrait la moitié de l'armée de terre en plus, juste pour encadrer les gens. C'est pas possible. Là, on parle d'effectifs, mais alors après, derrière, ça a un coût, évidemment, en termes de salaire, ça a un coût en termes d'habillement, ça impacte les capacités des armées, etc. C'est pour ça que tous les généraux et ils ont raison, sont contre le retour à un service militaire, stricto sensu. Donc ça résout deux questions. Déjà, ça résout la question de comment il faut approcher le service national, local ou national, et ça répond aussi à la question de est-ce qu'il faut un service militaire ou un service civil? Et moi, la réponse que j'apporte, c'est qu'il faut principalement un service civil et avec une partie militaire qu'on pourra développer par la suite, je vous expliquerai ça. Et qui permet en fait de répondre aux besoins des armées à un moment donné. Et en fait, voilà, si on veut mettre en place ce service-là, donc principalement territorialisé, ça permet aussi de répondre à un autre problème, c'est le problème de l'hébergement. C'est-à-dire que si vous avez encore une fois 750 000 jeunes, qu'il faut les mettre voilà, dans un internat, etc. Si on a 750 000 jeunes, il faut les héberger, c'est un coût, c'est absolument faramineux, hein. Je crois, c'est 20 milliards de coût initial, enfin, il y avait des estimations qui avaient été faites, et ensuite, c'est plus de 1 à 2 milliards d'euros juste pour maintenir les infrastructures. Je vous parle même pas ensuite des contrats qu'il faudra pour faire le ménage, pour la maintenance électrique, les normes de sécurité, etc. etc. C'est juste démentiel. Donc en fait, en faisant un service territorialisé, vous permettez à une grosse partie de ces jeunes-là, après leurs études ou dans le cadre de leurs études, c'est ce qu'on va voir après, d'être implantés à un niveau local, c'est-à-dire de pouvoir dormir chez ses parents. Donc on va dire que là, cet aspect logement, il est réglé. Ensuite, il y a le problème, et là on revient à ce que vous disiez tout au début, c'est la question de est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de motiver finalement ces 750 000 jeunes à aller servir leur pays, etc. D'ailleurs, quand vous revenez sur l'existence du service militaire comme il était à l'époque, il faut quand même se rappeler l'antimilitarisme qu'il y avait dans la société française.
il y a beaucoup de gens qui étaient contre l'armée. Aujourd'hui, c'est l'un des corps préférés des Français. Il ne faudrait pas qu'en mettant en place un nouveau service militaire, non seulement on grève les capacités des armées, mais en plus on nourrisse un sentiment antimilitariste dans la société française. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il y a besoin aujourd'hui d'une main-d'œuvre qui est jeune, dynamique, non qualifiée. Alors, on peut prendre plein d'exemples. Covid, ministère de la Santé, eh ben, tout simplement venir en aide aux soignants, avoir des gens qui sont là pour faire les petites tâches, pour aider dans les hôpitaux, pour nettoyer, etc. etc. Ministère de l'Intérieur, on pourrait recréer une police de proximité, par exemple, pour avoir des gens qui sont au contact des banlieues, mais pas que d'ailleurs, qui sont au contact de la population de manière générale, voir un peu ce qui se passe, faire du renseignement de contact, et ensuite orienter les forces de l'ordre professionnelles pour faire en sorte qu'ils aient un peu plus d'efficacité et qu'ils soient visibles, en fait. Ministère de l'écologie, bon, je sais pas moi, je dis n'importe quoi comme ça, mais planter des forêts, aider en renfort lorsqu'il y a une marée noire, venir en aide lors d'une catastrophe naturelle, par exemple en étant dans la sécurité civile, enfin voilà, vous voyez très rapidement, éducation nationale par exemple, avoir un renfort au niveau des assistantes maternelles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que très bien, ce sont des tâches basiques, et il y a fort à parier que bon. Voilà, c'est pas non plus la panacée, c'est pas ce qu'on rêve de faire toute sa vie, évidemment. Mais ce serait pour moi 1 an pour que ça s'inscrive en plus dans un cursus, par exemple, que tout est calé sur 1 an aujourd'hui avec les études, avec les cycles, etc. Et en fait, en faisant ce découpage-là d'1 an, ça permettrait d'acquérir déjà un petit peu d'argent. Pour moi, il faudrait que ce soit cet aspect-là ce service-là soit calé comme sur le service civique, c'est-à-dire je crois que c'est 600 euros qui touchent chaque mois, et ça leur permettrait d'avoir un petit peu d'expérience et potentiellement d'être recrutés directement par la fonction publique à l'issue. Et pas que, par exemple, le secteur privé mette directement la main dessus. Ensuite, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il ne faut pas que ce système-là vienne, comment dire, interrompre un schéma scolaire ou surtout universitaire. C'est-à-dire, à l'époque, vous sortiez du bac, toc, 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 c'est qui? C'est l'armée. Ah mince, j'avais pas prévu ça. Oui, mon gars, tu vas partir 1 an à Nouméa, là, et puis tu vas balayer la cour. Bon, évidemment, ça participe pas à faire en sorte que le service soit populaire. Mais imaginons que, par exemple, dans le cadre de vos études, tout ce que vous faites en stage, si vous le faites dans la fonction publique, ça soit comptabilisé comme du temps de service national, déjà, ça permettrait de faire en sorte que, au niveau de l'attractivité, les ministères et les collectivités territoriales n'aient plus autant de difficultés, par exemple, pour trouver des stagiaires ou quoi que ce soit. Et ça permettrait, pour ces jeunes-là, de valider leur temps de service national. Donc, ça pourrait être une idée. Donc, si je vous suis, c'est donc une espèce de généralisation du service civique à une échelle locale, mais une grande échelle quand même, et histoire de réduire les coûts, c'est ce que vous avez développé. Mais alors, dans ces cas-là, on va vous répondre, mais ça existe déjà alors. C'est une espèce de service civique fondé uniquement sur le volontariat, ou sur un choix éventuellement à un moment donné où, je sais pas, on a du mal à trouver du boulot, on veut faire une petite expérience, etc. Donc ça passerait forcément par une obligation. De toute façon, effectivement, vous vous doutez bien, vous vous doutez bien que si j'ai écrit un bouquin, c'est pas juste pour rappeler ce qui a déjà été créé. Par contre, il faut quand même, quand on réfléchit à ce genre de choses-là, il faut quand même regarder ce qui marche, ce qui fonctionne. Le service civique, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça existe depuis 2008, si je ne m'abuse. Ça marche plutôt bien. Il y a toujours plus de volontaires que de postes en service civique. Ce qui montre aussi que la jeunesse est quand même demandeuse de participer à l'effort collectif, de s'inscrire dans une communauté. Et pour moi, effectivement, l'exercice intellectuel dans lequel je me pose quand j'ai rédigé cet ouvrage, c'est on part sur une obligation. Donc obligatoire pour tout le monde. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début. Maintenant, on arrive à un autre écueil. Et ça, c'est un écueil que les militaires disent présentent souvent quand on parle d'une génération du service militaire. C'est que si vous généralisez le service militaire, il y a potentiellement certaines populations que vous n'avez pas envie de voir tenir une arme ou tout simplement avoir à vous coltiner à longueur de journée. Voilà. Donc,
En fait, euh, dans le cadre d'un service civique élargi, obligatoire, c'est la même chose. Si jamais on va dire, vous prenez certaines populations, par exemple, qui ont très peu de formation scolaire, sans rire, qui ne savent par exemple pas lire ou pas écrire, hein, ça existe dans certains territoires. Je confirme, ça existe et très massivement, hein. Et si vous mettez ces gens-là dans les pattes de fonctionnaires, parce que l'intérêt aussi c'est ça, hein, c'est de plutôt que de faire des gros bataillons, c'est de disséminer, enfin comment dire, de disséminer en fait ces jeunes-là auprès des près de 5 millions de fonctionnaires et d'agents de la fonction publique qui existent en France. Donc en fait, ça résout aussi un autre problème, c'est le problème de l'encadrement. Plutôt que de devoir, et c'est le cas actuellement avec le SNU du président Macron, plutôt que de devoir recruter 35 000 personnes pour encadrer ces jeunes-là, en fait, vous mettez en renfort 750 000 personnes avec un taux d'encadrement de 8 personnes pour un jeune. Donc en fait, comment dire, vous, vous inversez complètement la logique et ça permet de résoudre le problème de l'encadrement et le problème de l'hébergement. Bon, maintenant pour revenir sur l'aspect, on va dire, social. Effectivement, il faut quand même rappeler qu'il y a près de 100 000 jeunes par an qui quittent le système scolaire sans formation validée, donc avec diplôme, ni compétences. Donc c'est absolument énorme. Et en fait, la problématique, c'est que on pourrait se dire bon, c'est pas très grave, l'école ne sert à rien et de toute façon ils vont trouver un boulot. Malheureusement, c'est faux. Faux, ouais. La plupart des gens qui n'ont pas de compétences voilà, qui n'ont pas de diplôme, eh bien, pour trouver un emploi, c'est compliqué. Dès que vous n'avez pas d'emploi, ben, en fait, il y a d'autres problèmes qui vont se présenter rapidement à vous. Les trafics, la délinquance, les problèmes de santé, etc., etc. Et en fait, il y avait une étude qui avait été menée, je crois que c'était en 2015. Elle montre que sur cette population-là, en fait, ces jeunes qui sont sans diplôme ni qualification et qui ne trouvent pas d'emploi rapidement après leur sortie du système scolaire, ils vont coûter à la société près de 250 000 euros sur l'ensemble de leur vie. En frais en frais de justice, en frais de santé, en secours, etc., en délinquance. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même un chiffre qui est assez énorme. Donc, moi, je me dis que ces jeunes-là il faut le dire aussi, hein, c'est pas uniquement de leur faute. Il y a aussi évidemment, peut-être des conditions sociales et familiales à la base qui font que ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Bon, très bien. Je me dis que ces jeunes-là, le meilleur service qu'ils peuvent rendre à leur pays, c'est de se rendre service à eux-mêmes. Et donc de faire en sorte de s'insérer dans la société. Donc là, passons en revue les dispositifs qui existent et qui marchent. Il y en a plusieurs. J'ai regardé, vous avez, j'en parlais de 4 principalement, vous avez le service militaire adapté qui fonctionne principalement dans les dom-toms. Vous avez le service militaire volontaire, vous avez les EPID, donc ces 3 dispositifs-là sont pilotés principalement par le ministère des Armées, et vous avez le réseau des écoles de la deuxième chance, donc ça plutôt éducation nationale. Et grosso modo, ces 4 systèmes fonctionnent à peu près de la même manière. Il y a évidemment des dispositifs qui sont plus particuliers, notamment les EPID. Mais bref, l'idée, c'est que vous prenez un jeune, vous lui donnez un cadre, vous repartez des bases, donc lecture, écriture, calcul, vous lui donnez un métier à apprendre, généralement des métiers assez manuels ou qui leur permettent de répondre aussi à une offre du marché de l'emploi, tout simplement. Et en fait, ces institutions-là, en lien avec les bassins d'emploi, vont faire en sorte d'amener ces jeunes-là vers l'insertion. Et les résultats sont vraiment incroyables. Vous prenez le cas du service militaire adapté, c'est là où il y a les principales difficultés. Hein. Je crois que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est 2 tiers des jeunes qui arrivent ne savent ni lire ni écrire. Oui, c'est gravissime. Quand ils sortent, il y a certains endroits, évidemment,
c'est compliqué, mais ces jeunes-là, quand ils sortent du service militaire adapté, ils sont insérés professionnellement, socialement. Donc ils payent enfin, ils reçoivent un salaire, donc ils payent des impôts, donc ils rapportent à la société. Et en plus, ils savent lire, écrire, compter, etc. Donc c'est vraiment un système, c'est vraiment incroyable. Ça marche du tonnerre de Dieu. Et pour le SMV, c'est un peu moins élevé. Donc le SMA, c'est 75% des jeunes sont insérés. Et le SMV, il me semble, c'est 60%. Et à peu près pareil pour le réseau École de la deuxième chance. Vous vous dites que si vous, dans le cadre du service national dont je parle dans le bouquin, si vous généralisez ce dispositif aux 100 000 jeunes, imaginons avec la généralisation, évidemment, vous avez de la perte en ligne. Mais imaginez, on ne fait qu'un résultat de 50%. C'est-à-dire que vous sauvez 50% de ces 100 000 jeunes par an. Donc ça veut dire, non seulement ça vous permet si on doit rester sur des considérations purement matérielles, ça permet d'élargir l'assiette fiscale, de ramener de l'argent à l'État. Ça évite aussi des drames personnels, familiaux. Et puis, en plus, ça évite que ces gens-là deviennent malheureusement des poids morts pour la société et coûtent les fameux 250 000 euros dont je parlais. Donc en fait, rien que par ce système-là, l'ensemble du service national peut être financé en fait. D'accord. Donc c'est vraiment la pierre angulaire du truc. Bon. Et ensuite, en fait, donc vous avez suivi, vous avez une généralisation du service civique avec un ancrage territorial. Au contraire, on revient sur la logique des gros bataillons et de l'encadrement de proximité pour les 100 000 ou un peu moins de jeunes qui sont en difficulté. Et ensuite, ce qui me semble intéressant, et là je reprends un peu la casquette ministère des Armées, ce qui me semble intéressant, c'est que sur volontariat, des jeunes puissent intégrer effectivement les armées en tant qu'appelés. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait imaginer qu'en fait le volume de personnes qui soient concernées par ce service militaire, basé sur le volontariat, soit fixé par le ministère des Armées, tout simplement. Par exemple, encore une fois, ces jeunes-là, ils seraient, pas que, mais ils seraient principalement jeunes, dynamiques, sans qualification. Bon, ça tombe bien, au ministère des Armées, il y a plein de missions qui requièrent ce type de profil. Actuellement, vous allez dans la rue, vous avez Vigipirate, vous avez Sentinelle, donc il y a besoin d'avoir un certain nombre de personnes pour garder des endroits, des lieux publics. Ça c'est un cas. Dans la Marine nationale, vous avez les gardiens de sémaphores, voilà, vous observez la circulation, etc. Vous avez la garde des bases aériennes pour l'armée de l'air. Ça, voilà, on va dire, c'est pour des tâches basiques qu'on entend dans un service militaire normal. Mais finalement, l'armée étant une petite société, vous pouvez très bien imaginer aussi des gens qui seraient dans les hôpitaux militaires, qui seraient dans la logistique, pour se préparer justement eux-mêmes à revenir soit dans le civil, soit au contraire à être captés par l'armée dans le cadre d'un pré-recrutement. On a une diversité en France, profitons-en. On pourrait prendre ces jeunes-là pour les mettre à des postes de traduction, d'interprétariat, etc., etc. Et en fait, vous voyez qu'il y a plein de synergies qu'on pourrait imaginer à partir du moment où on repense l'organisation du service. Et la cerise sur le gâteau, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Ukraine et à la Russie. En fait, ce qui a vraiment aidé l'Ukraine à résister à l'invasion russe, c'est le recours massif aux réservistes. Or, aujourd'hui en France, on a très peu de réservistes et on n'arrive pas à faire monter le volume. Il y a un problème structurel qui est dû certainement, je pense, à un cadre légal assez contraignant du point de vue de l'employeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appeler comme ça un réserviste, il faut qu'il voit avec son employeur, etc. Bon. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré récemment, en fait, il faudrait qu'on arrive à un modèle d'armée où vous auriez deux réservistes pour un militaire d'active. Bon courage, hein, j'ai envie de dire. J'y crois pas non plus, mais bon. Bah non, parce que pour le moment, alors peut-être que ça va évoluer, mais pour le moment, le système légal, comme je disais, le système juridique n'est pas adapté, et deux, en fait, en termes d'armement et d'équipement, il n'y a pas ce qu'il faut dans les unités. Bon, mais ça peut changer, c'est pas un problème. Cependant, avec le service national tel que je le propose,
l'idée, c'est que tous les jeunes, là, par exemple, imaginons 10 000 jeunes par an, qui font le service national en tant qu'appelés, automatiquement sont versés dans la réserve pour une période de 5 ans, comme c'était le cas en fait à l'époque, hein, avec le service militaire sous son ancienne forme, avec le service militaire sous son ancienne forme, en fait, vous passiez dans la réserve pendant une donnée durée, une certaine durée, et vous pouviez être rappelé en cas d'invasion de l'Union soviétique, par exemple. Ouais. Donc là, l'idée, ce serait la même chose. Et en fait, vous vous rendez compte, avec ne serait-ce que 100 000, pardon, avec 10 000 volontaires, au bout de 5 ans, bah, en fait, vous avez déjà un vivier de 50 000 jeunes. Et sur ces 50 000 jeunes, potentiellement, il y en a qui resteront dans la réserve après. Donc en fait, très rapidement à l'échelle de l'État et de l'histoire, hein, Mm. en 5 à 10 ans, vous pouvez vous reconstituer une armée de masse. Mm. Mais alors, bon, alors c'est bien parce que vous avez répondu à la question que j'allais vous poser concernant le coût. Donc finalement, d'après ce que vous développez, ça serait une méthode plus économique en faisant ça que de laisser les jeunes un petit peu à l'abandon comme on le fait aujourd'hui. Bah, vous l'avez dit, hein, voilà, combien de jeunes effectivement sortent de l'école. Jean-Paul Brigelli avec la fabrique du crétin en parle très bien. Comme quoi, bon, bah, effectivement, beaucoup de jeunes sont laissés un petit peu de côté. Mais il y a quand même une chose, moi, qui m'interroge, c'est que dans ce cadre-là, posons quand même le cadre européen. On nous parle beaucoup de l'armée de défense européenne. C'est un vieux projet bon, qui ne vient pas et qui viendra certainement jamais. Mais bon, Euh, est-ce que justement l'Union européenne laisserait faire ça dans le sens où bah, très bien, la France s'organise, essaye de redynamiser un petit peu à la fois la jeunesse mais également l'armée. L'une nourrit l'autre, etc. Mais est-ce que le cadre européen aujourd'hui permettrait ça? Ou alors finalement ça ne peut se faire que dans un cadre national, mais politiquement parlant, le cadre national aujourd'hui est assez verrouillé. Mm. Bah, alors effectivement, vous avez un certain nombre de problématiques au niveau européen. Euh, Encore une fois, tout est qu'une question de volonté politique, hein. Quand vous voyez que les Allemands sont en train de réarmer et pensent aussi à me remettre en place un service national, je me dis que tout est envisageable. Mais après, effectivement, le cadre européen, c'est une bonne question. Rappelons quand même, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, il y avait eu une injonction, je crois, de la Commission européenne sur le temps de travail des militaires. C'est-à-dire que ça ne respectait pas les normes européennes de temps de travail. Mais là, vous vous dites, attendez, c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas avoir une armée aux 35 heures. Enfin, c'est pas envisageable. Euh, et puis d'ailleurs, on se demande en quoi ça les regarde, mais ça, c'est encore autre chose. Là, il y avait eu une levée de bouclier et c'est là où moi, de ce point de vue-là, sur l'Europe, je suis assez optimiste parce que euh, on voit bien que quand on touche au régalien, au truc vraiment dur de dur qui concerne nos intérêts propres, nos intérêts français, non, là, il y a encore des résistances. C'est-à-dire, attendez, là, si on parle de l'armée, on parle de quelque chose de sérieux, non, stop, là, ça ne vous regarde pas. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être un point de départ ouais, pour sortir de cette ornière, quoi. D'accord. Donc, alors restons optimistes, hein, c'est pas ma nature, mais tant pis, je vais me forcer un petit peu. Restons optimistes. Il le faut. Par contre, et on va arriver à ma dernière question. Dans votre logique, bon, bah, c'est un défi d'avenir, ce que vous proposez, hein. C'est un défi d'avenir, hein. C'est un petit peu remettre bah, finalement une jeunesse un petit peu paumée sur les rails, c'est le cas de le dire, puisqu'en ce moment, ça fait un petit moment, mais en ce moment, après la crise Covid, on a vu que beaucoup de jeunes avaient été touchés psychologiquement hein, par l'isolement provoqué par le Covid. Donc, vous pensez, votre proposition, même si vous battez pour, bien sûr, hein, là je provoque un peu, mais à la fin c'est un vœu pieux, ou alors, est-ce que, puisque vous parlez de volonté, il est possible dans un avenir proche, étant donné le cadre international, guerre en Ukraine, les dangers à venir, bah, finalement c'est peut-être éventuellement la seule solution pour motiver un petit peu les troupes et motiver la jeunesse, et histoire qu'elle retrouve un petit peu de vigueur et histoire qu'on arrive à revivre ensemble, même si j'aime pas le terme, mais à revivre ensemble sous le drapeau, si je puis dire. Oui, comment dire? Moi, je trouve très intéressant hein, toutes les visions globalistes, européennes, etc. Mais quand il s'agit de faire quelque chose de concret, qu'est-ce que ça donne? Pour le moment,
moi, je ne vois pas d'alternative au fait national. Il n'y en a pas. On a essayé de construire quelque chose au niveau européen. Bon, dès qu'on met ça sous un peu un état de stress et de tension, ça ne fonctionne pas. On voit tout de suite que les intérêts nationaux reprennent le dessus. Parce que, en fait, oui, la France, c'est normal, n'a pas les mêmes intérêts que les pays baltes, par exemple. Et donc voilà, je pense que l'emprise nationale sur un territoire, ça me semble être une bonne base. Ça permet de gérer les gens à cette échelle-là, à cette échelle du territoire, qui généralement en plus fait le lien avec une emprise culturelle aussi. Et donc, à partir de là, on peut s'organiser et chacun s'organise et ensuite on peut avoir des relations internationales. D'ailleurs, vous voyez bien, on parle toujours de relations internationales. Pour le moment, il n'y a pas d'alternative. C'est vrai. Et alors, ultime question qui me venait, est-ce que votre projet, votre proposition reçoit un écho au sein de l'armée, positif ou négatif, hein? Alors, j'ai échangé avec un certain nombre de grands chefs militaires dont je tairai le nom, parce que c'est voilà, dans le cadre d'une correspondance privée. Sur le papier, ça intéresse les gens. Ça, c'est indéniable. Il y a à la fois une flexibilité, en même temps des principes de base qui lui permettent de faire quelque chose de concret. Après, les militaires, il ne faut pas l'oublier, les militaires sont soumis à une volonté politique. C'est tout. Ça, je pense que c'est un fantasme de certains de croire que demain, un général se lèvera et dira ses 4 vérités au président. Non. Et heureusement d'ailleurs, moi, j'ai pas envie d'avoir un gars qui a à la tête de je sais pas combien de milliers d'hommes, armés évidemment, commencer à avoir des velléités politiques. Ce n'est pas son rôle, et c'est très bien comme ça. Après, alors pour aller dans le prolongement de votre question, j'ai aussi envoyé le projet à un certain nombre de responsables politiques. Et alors oui, j'ai eu de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein. J'ai tout balayé, y compris au centre. C'est peut-être en fait c'est peut-être trop ambitieux. C'est-à-dire que c'est quand même un projet de société en soi. Là, vous repensez vraiment la société dans son ensemble, quoi, hein. Donc certains sont intéressés, mais ça peut aussi, vous savez, je pense que le problème de beaucoup de politiciens aujourd'hui, c'est que ils font de la guérilla. C'est-à-dire, pour éviter d'être pris à partie sur telle position, ils décident de n'en avoir aucune. C'est beaucoup plus simple pour se défendre. Ah, vous êtes contre ça? Ah, non, non, j'ai jamais dit ça. Mais d'ailleurs, j'ai jamais rien dit du tout. Donc, imaginez un politique vous dire, ah, je suis pour le retour au service national tel que décrit dans tel livre. Ah, mais vous n'imaginez pas, parce que ça pose tel problème, tel problème, tel problème. Ben oui, en fait, ça pose des problèmes, comme tout ce qui a un minimum de grandeur et d'élévation, quoi. Et oui, pour avoir les mains propres, évitons d'avoir des mains. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. Eh ben, monsieur Destro, merci. Merci à vous. Merci pour cette petite intervention. Et puis, écoutez, affaire à suivre, puisqu'on verra si l'idée que vous avez lancée fait des petits. Oui, on verra ce que ça donnera. Alors j'espère avoir été clair parce que vos auditeurs s'en rendront compte certainement, mais c'est à la fois simple et compliqué, hein. Donc je les renvoie évidemment vers l'ouvrage qui est disponible sur le site du Cercle Aristote si jamais. Donc, oui, comme on le répète souvent à nos micros, une vidéo YouTube c'est bien, mais ça ne remplace pas la lecture. Donc, lisez des livres, encore et encore, lisez des livres. Donc, je vous remercie à nouveau. Je rappelle, vers le service national, monsieur Vivien Destro aux éditions Perspective Libre. Donc, comme vous l'avez rappelé, c'est le Cercle Aristote. N'oubliez pas, chers auditeurs, comme d'habitude, vous mettez le petit pouce, le commentaire, vous partagez avec vos amis et vos ennemis. Quant à moi, je vous salue. La vie commence toujours demain. Et haut les cœurs!